Bon, du coup, François, content de te recevoir. On va parler un petit peu de la vidéo et sur ta pratique sportive. Au final, ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais on va un petit peu parler de comment tu es venu à la course à pied, de ce que tu as fait pour venir à la course à pied, parce que tu n'as pas forcément toujours pratiqué du sport et toujours pratiqué de la course à pied. Du coup, tu as commencé quand la course à pied et tu as commencé comment en fait? Tu as fait quoi? Écoute, effectivement, j'ai pas été un coureur qui a commencé en club ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai commencé à courir en gros en 2019. Ouais, Je pense que j'avais couru en tout et pour tout peut-être 3 fois dans mon adolescence pour le plaisir. Et encore, j'inclus 2 footings quand je faisais de l'escrime. Donc j'avais fait une séance en endurance sur les quais de l'Isère qui m'avait marqué. Et en fait, c'est le souvenir de cette séance qui a fait que lorsqu'en 2019, je me suis dit, ben, t'as repris le sport il n'y a pas longtemps, parce que l'année d'avant, j'avais recommencé le sport via la natation. Et je me ouais. suis dit, il y a une complémentarité évidente en termes de sport aérobie avec la course à pied, tu vas courir un peu. Et du coup, comme en natation, je me fixais pas d'objectif, je sais pas trop pourquoi, mais à l'époque en course à pied, alors que je courais rien du tout, hein, on parle d'un volume qui devait ressembler à entre 10 et 15 bornes par semaine, je m'étais mis dans la tête d'aller faire un semi. Évidemment, comme je suis à Paris, ben, c'est le semi de Paris qui est une de ces courses où il y a Ouais. énormément de débutants sur la ligne de départ, comme le marathon. Et si le Covid n'avait pas eu lieu, j'aurais fait ça en 2020 et au final, j'ai fait ça en 2021. Donc voilà, mes Ouais. 2 premières années et demie de course à pied, en fait, c'est l'idée, objectif, semi de Paris. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est reprise un peu sport santé, puis tu te fixes le semi de Paris, parce que c'est vrai que la course à pied, si t'as pas d'objectif, ça peut être saoulant, honnêtement, faut le dire comme ça. Mais ouais, donc du coup, t'as commencé 2019. Bon, 2019, c'est anecdotique presque. T'as fait combien de kilomètres? Tu m'as dit, t'as fait. Bah, mon volume, il est anecdotique, on va dire, jusqu'à 2022 en réalité, parce qu'au début, je cours 10 bords par semaine, ensuite Ouais, 15, ensuite 20. Au milieu de ça, il y a 2 années Covid qui font que pour courir, c'est ça un petit peu ralentit. compliqué. Donc, je continue la natation quand les piscines sont ouvertes, et puis je fais pas mal de cordes à sauter à l'époque, ce qui marche très bien lorsqu'on cherche à se réathlétiser. Hum. Et en course à pied, ça commence à être moins anecdotique en 2022 où je suis à 40 km hebdo, en 2023 où je suis à 60, et à cette Ouais, année où je suis à peu près à la même chose en essayant de rajouter encore quelques bornes, histoire d'arriver à quelque chose qui puisse donner une prépa marathon sympa à la fin de ouais, cette c'est année. ça quoi. En 2020, t'as 500 kilomètres sur l'année. En 2021, t'as moins de 1000. Et justement, si je dis pas de bêtises, ton premier dossard. Est-ce que t'as mis un dossard en 2020? Non. Non. Ton Non. premier dossard, du coup, c'est les foulées de la solidarité. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Ou est-ce qu'il y avait Tu pas fais. l'éco-trail avant? Non, Tu si, il y avait fais. l'éco-trail avant. Ok, ok. L'éco-trail sur combien? Sur 18K. Ok, ce qui est déjà pas mal pour un premier dossard, honnêtement. Ouais, bah en fait, Bon, ça c'était colle avec l'objectif semi, hein. ça colle avec C'est- l'objectif semi. Il n'y a pas de secret, mais c'est vrai que c'est pas forcément, surtout pour quelqu'un qui vise de la route, c'est pas forcément le premier dossard qui viendrait à l'esprit. Même si c'est pas choquant, quoi. Non, non, mais déjà à l'époque, il y a l'idée que le format qui va me convenir, c'est quelque chose qui tape dans la Ouais, vingtaine de intermédiaire, bornes. ouais. Que l'un des objectifs de la pratique, c'est de passer du temps dehors. Mm. Parce que ça fait partie souvent des objectifs Bah, ça de irait, sport quoi. santé, quand tu bosses en bureau comme ça, ou voilà, s'aérer, comme tu dis. Je vais faire les 20 km de Paris pas très longtemps après, et puis le semi de Paris lorsqu'il sera organisé pour la première fois post-Covid l'année d'après. Ouais, c'est ça. Du coup, là, j'étais temps sur 10 km, ton premier 10 km, donc en 2021, t'as fait 40 minutes 54, mais il y avait un peu de D+. Bon, je dirais pas dire qu'il y en a énormément, parce que ça reste sur Paris, enfin en Ile-de-France. Ouais, c'est Montmartre. Mais- C'est là où il y a le plus de dénivelé, Ouais, c'est mais il n'y en ça. a pas, ouais. C'est ça, c'est pas non plus. Et sur 20 km de Paris, t'as fait 1h. Non, là sur le semi, t'as fait 1h39 en 2021. Tout à fait. Et ensuite, t'as fait 1h26 sur 20 km. Donc, et ensuite, en 2022, sur semi, t'es monté à 1h25, juste avant que je commence un peu à t'encadrer, à te donner des conseils, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Donc, parce que c'est à peu près juste après le semi de Paris. Donc, en 2021, tu as fait 1h39-39, donc tu as eu chaud au niveau du coup près des 1h40. En 2022, tu fais 1h25-29. Et sur 10, à la même période, tu cours dans les. Un petit peu 3 mois après que je t'ai pris, 3 mois après le semi de Paris, tu fais 37-52 au jogging des Fraises. Donc, ça, c'est assez connu dans le Nord. Du coup, c'est dans le Nord, là pour le coup, c'est dans l'Île-de-France. Et ouais, tu as aussi cette différence. Tu fais même pas 1000 bornes en 2021 et t'en fais 1700 en 2022, donc là t'as déjà
un palier important de franchise, c'est là que tu commences un peu à structurer ta pratique, parce que justement c'est là que je commence à te conseiller vers mars-avril 2022. Et c'est vrai que déjà tu retires, tu passes de 1h25, 26, voire même 1h39 la saison précédente à 1h21 fin 2022. Parce que si je dis pas de bêtises, tu as fait 1h21 ouais c'est ça, à Boulogne, sur le semi-Boulogne, tu as fait 1h21 42. Et c'est pareil, tu retires à peu près 1 minute sur 10 km, parce que en 2022 tu fais 37,52 et début 2023 tu fais 37,07. Donc ouais, effectivement tu passes quand même un palier ensuite encore supplémentaire en 2023, parce que tu fais dans les 60 km par semaine, et là tu fais autant, voire même peut-être un petit peu plus, je dirais. Et tu passes encore un palier, parce qu'en 2023, si je dis pas de bêtises, c'est là que tu fais déjà 1h20 et 34 secondes fin 2023. Donc tu es à 4 secondes des minima de ta catégorie d'âge sur les France. Bon, de toute façon, tu n'as pas de licence compétition, donc tu ne serais pas allé aux France, mais c'est vrai que c'est un objectif qui est un peu assez sympathique, quoi. Tu l'as eu un peu en tête, cet objectif ou... Ouais, je l'ai complètement intégré à partir du moment où, en fait, tu viens de le rappeler. Au début, tu passes des paliers qui sont juste faire mieux que la fois précédente. Ouais, plus, tout ça. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, tu te demandes quand même à quoi ça correspond, ce que ça veut dire. Et quand tu n'es pas en club, quand tu n'es pas dans une pratique avec un axe structuré autour de la compétition, il n'y a pas 10 000 manières d'essayer de comprendre. Moi, par exemple, ma famille me demande toujours quel est mon classement, mais lorsque tu fais des courses parisiennes où il y a entre 40 000 et X dizaines de milliers de personnes, ça ne veut jamais dire grand-chose. Néanmoins, moi, je regarde toujours le top 10%. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'en course à pied, je suis entre le top 10% et le top 7% sur les très grosses courses, donc là où il y a énormément de volume et où quand tu calcules en pourcentile, ça permet quand même de dire quelque chose. Et en trail, où je suis quand même allé sur les dossards beaucoup plus compétitifs parfois, c'est entre le top 10% et le top 15%. Donc si tu veux, ça m'a donné un premier repère. Ensuite, avec toi, quand on a commencé à bosser de manière structurée, comme tu as dit, ce qui n'a pas nécessairement impliqué une énorme élévation par ailleurs du volume de travail, parce que comme j'ai d'autres sports à côté, en diminuant le croisé, il a suffi de construire en fait. Et ben là, on a commencé à réfléchir en termes de minima, en termes de voilà quels sont les repères pour la catégorie d'âge aussi, parce qu'en fait, entre 2019 et 2024, je prends 4 ans. Donc je crois que quand je commence à courir, je dois être à 2 mois de plus être senior homme et de devenir master 0. Et là, je suis master 1 depuis septembre dernier. Ça va vite. Donc, ça va vite. Et puis surtout, au bout d'un moment, quand tu es un peu sérieux sur à quel point tu arrives à faire tourner le cardio et que tu as 41 ans dans l'année qui arrive, tu commences à réfléchir, tu commences à essayer de réfléchir avec des repères qui veulent dire quelque chose, si tu veux. Si j'avais commencé à courir à 30 ans, je réfléchirais peut-être différemment. Et encore, à 30 ans, tu es déjà, au niveau cardio, tu es déjà considéré comme périmé par tous les gens qui font que de la course à pied, ouais, c'est sûr. C'est clair que t'as pas forcément la même approche, mais surtout que l'âge, c'est quand même assez récent, parce que l'âge des moins de 32 sur 10 km a quand même vachement baissé au fil des années. Il y a encore 10-15 ans, il était à 28, 29, 30 ans, maintenant il est à 23, 24 ans, quoi. Et ouais, c'est vrai que cet objectif semi, ou même plus généralement les France sur un peu toutes les distances, c'est un peu ce qui nous a intéressés, mais à chaque fois, entre guillemets, pas en priorité absolue, parce que souvent tu finis ta saison par les trails, ta saison est longue, parce que tu vas faire plein de trucs, et au final, il faut arriver avec la fraîcheur pour perf sur trail, et toi, c'est ce qui t'intéresse le plus. Donc, par exemple, c'est vrai que Paris en 2023, donc le 5 mars 2023, tu fais 1h20 et 42 secondes, et là, c'est vrai que forcément, tu te dis, il manque 12 secondes, quoi. Enfin, 13 si tu veux vraiment passer la barre, c'est peu. Et c'est vrai qu'au final, à Boulogne, on enlève même pas 10 secondes, parce qu'on fait 1h20, 34. Mais c'était en tout début de saison, ça faisait même pas 2 mois que tu avais repris, si je dis pas de bêtises, parce que tu as dû reprendre courant septembre. Le volume n'était pas encore énorme, franchement, sans déconner, on devait être sur du 40, peut-être 50 en semaine de pic, voire 60, mais on devait être. Je suis pas sûr qu'on avait du 50 de moyenne à ce moment-là, parce que. Pas en séance de qualité ou en. C'est ça. Ouais, on était entre 50 et 60. T'avais du volume général, parce que forcément, là on pourrait se dire tout de suite, mais pourquoi il fait pas la caisse en début de saison alors qu'ensuite il y en a besoin, mais t'avais le volume général parce que tu fais de l'escalade, tu fais de la nage, tu fais d'autres trucs, donc forcément, t'avais skié à l'hiver, donc forcément, t'as fait une grosse caisse. Mais c'est vrai que t'arrives à Boulogne, au final, on aurait presque pu reprendre la saison plus tard en faisant durer la saison hivernale plus tard, mais on aurait pu avoir un encore plus gros bloc de volume, et on arrive à Boulogne, puis bon, il y a le boulot, tout ça, c'est pas forcément simple, au final, tu fais 1h20-34, c'est quand même un bon temps, mais c'est pareil sur
sur 10 km, parce qu'au final, là, tu as fait des 10 km début 2024. Tu as fait Malakoff le 3 février. Malakoff, normalement, c'était pas un objectif. Je t'ai dit, vas-y, un peu en roue libre. On avait fait quasiment pas d'allure 10. Tu as fait 36,53, donc tu as retiré 14 secondes à ton temps de. Maintenant, passer sur à Malakoff, qui était aussi un Malakoff en prépa, parce que c'était en prépa pour le semi, c'était un mois avant le semi de Paris, qui était lui-même encore, entre guillemets, que ton premier bloc par rapport au trail. Et après, à Valenciennes, tu as encore retiré du temps, tu as fait 36,50. Mais bon, Valenciennes, il y avait le vent, tu as été gêné au départ parce que les sas n'ont pas été respectés. Enfin, il n'y avait pas de sas à ce niveau-là, mais il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément lieu d'être là, etc. Tu aurais pu faire dans les 36,40. C'est pareil, les minima sur les France, c'est 36,30 dans ta catégorie. Donc encore une fois, moi, à 1 seconde par kilo, c'est pas énorme. Et encore une fois, on est qu'en prépa, parce que là, du coup, t'as couru à Valenciennes, 2 semaines plus tard, tu courais au Mont des Flandres. Tu faisais 42 bornes. Donc on réalise encore bien une fois que c'est vrai que on a plus préparé Valenciennes que le Mont des Flandres, mais on avait quand même une optique plus générale, quoi. Tu faisais quand même des sorties longues, tu as pu monter à. Je pense que tu es bien monté à 25 bornes dans la prépa de 10 km, alors que je t'aurais pas fait faire ça sur du volume de 50-60 bornes sur la prépa 10 km parce que ça t'aurait été inutile. En plus, tu as mis du D+, parfois, tu allé à Montmartre, tout ça. Bon, par contre, tu pas fait de terrain vraiment technique, de mémoire. Non, j'en ai fait un petit peu à Marseille sur les week-ends d'escalade, parce que c'est l'occasion d'aller courir dans les calanques. Mais ça a été mon seul contact avec le terrain technique. Ça faisait une sortie technique maximum toutes les semaines, et encore, je dirais, 2 semaines sur 3. Ouais. Mais donc, ouais, voilà, on voit qu'en fait, finalement, t'as un profil un peu atypique, et que le but, c'était aussi de te faire mieux pratiquer l'athlé pour avoir plus de régularité, construire des meilleures saisons, qui prennent en compte aussi ta pratique de la natation, ta pratique de l'escalade, ceci, cela. Parce que ça, c'est 15 000 trucs à prendre en compte. Le boulot, parce que parfois, c'est flexible, et tu te retrouves à faire des trucs que quand tu as un boulot très très casé, tu fais pas forcément. Par exemple, bon, je sais pas, mais il y a certains boulots, tu vas vraiment avoir ton 35 heures, ça va être, tu vas faire ton 9 to 5, enfin vraiment comme ça, puis toi c'est un peu plus flexible. Donc c'est pas simple, donc je pense que peut-être que tu vas me dire que c'est pas ça, mais premier objectif déjà c'est vachement de structurer la pratique. Et même au final, un peu apprendre à structurer la pratique aussi, bêtement, à faire des gammes, à bien s'échauffer, des choses comme ça, parce que quand tu passes pas dans un club et que tu commences aux environs de la quarantaine, t'as pas le même vécu, parce que déjà moi qui ai commencé un peu plus tard l'athlé, j'ai commencé à courir sérieusement 19-20 ans, forcément t'as déjà moins l'habitude, tu commences, tu maîtrises rien, quoi, t'as pas de motricité, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ouais, du coup j'ai pu te faire des séances aussi qui avaient pour but de travailler ça avec des escaliers, on a pu faire un peu d'échelle, je t'avais montré, etc., l'échelle de rythme. J'aimerais bien te montrer des haies, parce que ça va être un beau morceau aussi. Mais donc je pense que ouais, il y avait ça, il y avait ce côté structurer la saison, arriver le mieux possible sur tous les objectifs, mais je pense quand même plutôt en priorisant le trail parce que c'est ce que tu préfères. Parce qu'au final, c'est vrai qu'au début, il y avait le semi, que tu as toujours ton rendez-vous annuel sur semi, sur 10, mais ça sert souvent en plus de prépa. Et là, par exemple, cette année, 2023-2024, c'est la première saison complète que tu fais, où on peut dire vraiment où tu fais une saison standard parce que tu commences en septembre, mi-septembre, tu fais un semi de prépa entre grosses guillemets, pépère en octobre, en novembre, tu as un semi. Ensuite, tu descends sur 10. Donc là, tu suis un chemin classique. Sauf que après, au lieu de faire de la piste, tu montes sur trail. Ça, c'est la petite différence par rapport à la plupart de ceux qui vont faire un club, qui vont être en club. Et t'as pas fait de cross non plus à l'hiver. Ça, c'est les deux différences. Parce que c'est vrai que bon, déjà, faut être licencié. C'est pas forcément pratique quand tu bouges beaucoup, etc. Tu sais pas forcément prendre ta licence. Puis bon, la piste à ton âge, bon, moi, j'aimerais bien te voir sur un 5000 mètres. Ça me ferait rire. Mais c'est pas sérieux, quoi, c'est trop long. 5000 mètres piste, c'est trop long, mais non, par contre, cross, ça pourrait être intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et en plus, cross, j'en entends souvent parler lorsque j'écoute un peu ce que font les trailers jeunes, en particulier aujourd'hui, parce que pareil, en trail, ça correspond un peu à ce que tu disais sur les 10K et ainsi de suite, enfin, le profil du trailer s'est rajeuni, en tout cas au niveau des pros. Maintenant il y a des jeunes, je veux dire, il y en a à 22, 23 qui se lancent sur de l'ultra, des choses comme ça. Et qui perfent. Et qui évidemment perfent. Alors avec le risque qu'il y en a en ce moment pas mal qui perfent, et qu'à mon avis on verra plus dans 2 ans. Parce ça peut être en chemin à 30 ans, quoi. Ils vont se griller hormonalement, on pourra en reparler. Là on a beaucoup parlé chrono parce que t'essayais de faire un résumé, et puis tu ramenais ça aussi à ta pratique, est-ce que tu vois en club de ton côté, et ainsi de suite, et ça fait sens.
Mais je pense que mon profil n'est pas si atypique au sens où les chronos en fait occupent une place assez mineure dans l'ensemble. C'est-à-dire que lorsque je me focalise sur un objectif qui soit trail ou course, je regarde le chrono, je réfléchis, je travaille les allures, c'est-à-dire dans l'entraînement ça trouve toute sa place. Mais dans le portrait général, moi par exemple l'une des choses qui fait que je m'intéresse autant au trail que ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis licencié du club alpin pour l'escalade et qu'il y a une section trail. Donc ça s'organise un peu, si tu veux, ça se marie bien avec la pratique sport de montagne et ainsi de suite. Donc les choses se font un peu comme ça, quoi. La natation, c'est pareil, la place que ça occupe maintenant, avant, après, dans ce que je fais, ça dépend surtout des envies et puis avec qui tu te retrouves à aller à la piscine ou pas, avec qui tu te retrouves à aller courir ou pas, et ainsi de suite. Enfin, 90% du temps, je m'entraîne seul, mais typiquement en escalade, c'est pas comme ça vraiment que ça fonctionne. Donc voilà. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, quoi. Ouais. Effectivement, oui, ton profil n'est pas... En fait, il n'est pas atypique dans le profil en tant que tel. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de profil, mais c'est plutôt, effectivement, la planification, du coup, va être unique. Parce que tu n'es pas sur une planification très standard, où tu vas faire, admettons, j'en sais rien, tu es un pistard, tu fais du 3000 et du 15, où en fait, tu vas faire ta caisse en début de saison avec un petit semi. À l'hiver, tu vas passer sur un ou deux crosses et une ou deux fois en salle. Au printemps, tu vas peut-être faire un 10, et puis après, tu vas aller sur tes allures de 15, tes allures de 3000 et ainsi de suite. Là, c'est sûr que c'est vraiment personnalisé parce que justement, ce profil entre guillemets standard nécessite beaucoup de personnalisation parce qu'il y a beaucoup d'aléas, quoi. Non, t'as raison. C'est un vrai bricolage en fait. Voilà. C'est un peu de la sorcellerie de faire le plan, quoi. Et en fait, c'est là où c'est le plus intéressant, quasiment, je trouve, de très vite avoir pris un entraîneur, donc toi, parce que au début, moi, quand je te demande de m'entraîner, c'est même pas nécessairement pour que tu m'enlèves la charge mentale des séances, parce que je me l'infligeais avec plaisir, mais c'est juste que je savais qu'en gros j'apprendrais mieux avec des séances plus qualitatives que ce que je faisais. C'est-à-dire que moi je bidouillais en imitant des séances que je trouvais ailleurs et ainsi de suite. Je suivais pas un plan trouvé sur internet, au contraire, je m'étais fait suffisamment de potes coureurs pour essayer de récupérer leurs séances et puis ensuite modifier le nombre de reps, des allures et tout, quoi. Donc les séances étaient pas mal, mais souvent elles étaient quand même trop dures et puis ça allait vite manquer de variété que de fonctionnement. Oui, il y avait une sacrée monotonie, ça c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, ce qui me dérangeait pas nécessairement, mais quand même. En fait, au bout d'un moment, le plus intéressant avec toi, je pense, c'est devenu... les séances, c'est toujours aussi intéressant parce qu'effectivement, tu fais des séances hyper variées, par exemple, et ça, c'est un truc que j'ai appris à l'apprécier. Mais c'est aussi qu'on a beaucoup joué avec le calendrier. Le calendrier des compètes, le calendrier du boulot, le calendrier des autres sports. Ouais. Et en fait, c'est utile d'avoir cette conversation, pas uniquement avec soi-même, parce que lorsqu'on fait ça tout seul, on surcharge. Et si on surcharge, on sait comment ça se passe. Au moment, c'est soit on se dégoûte, soit on sous-perf, soit on se blesse, soit en gros il se passe quelque chose qu'il ne faut pas, quoi. Donc en fait heureusement que tu es là pour écrémer les plans que je fabrique tout seul, les plans je veux dire les semainiers en fait, quoi. Tu vois les programmes Z2, parce que sinon au bout d'un moment ça pèterait, quoi. Non mais ouais, totalement. Bon, du coup moi je vois deux grands trucs qui ont changé, bon ça va être assez évident quand je vais le dire, c'est les entraînements et Dossard. Ça c'est évident parce qu'au final entraînement, compétition, on a fait le tour, mais niveau entraînement, je dirais déjà, effectivement, tu l'as un peu mentionné, des séances qui sont plus précises, plus variées, plus pertinentes aussi, peut-être, parce que, c'était un peu, tu voulais préparer un semi, tu allais faire 3 fois 5 minutes, 3 fois 6 minutes, 3 fois 7 minutes, 3 fois 8 minutes, semaine après semaine. En gros, je pense que les gens, ils vont regarder avec des gros yeux, ils vont se dire, faut être zinzin pour faire ça. Ouais, mais tu vois, quand tu commences, quand t'es vraiment déterminé, tu vois, à rentrer dans la pratique, et puis que tu es tout seul et que quelque part tu es ton seul benchmark et ainsi de suite, tu vois. Si on me forçait à aller en club, si j'avais 16 ans qu'on me forçait à aller en club et qu'on me forçait à faire du 3x6, 7, 8, machin et tout, tu vois, j'aurais encore moyen de m'emmerder, mais en fait, là j'ai passé l'âge de m'infliger des trucs qui m'emmerdent vraiment. T'as pas la même détermination et t'as pas non plus les mêmes facultés mentales en termes de résistance à la monotonie, par exemple. Quand tu as 35 ans, quand on a 25, tu vois, et encore plus que quand on a 15, quoi. Tu passes des paliers en gros. Et je me souviens m'être emmerdé dans des entraînements beaucoup plus variés à l'escrime quand j'étais vraiment minot, tu vois, qu'aujourd'hui à faire. Je me souviens qu'il y a une séance sur piste où j'ai fait 17 bornes sur piste et tu m'avais dit mais t'es complètement fou. Et en fait, moi je découvrais la piste, alors j'aurais pu faire 24 bornes, il n'y avait pas de souci. Ah non, mais là t'es prêt à faire du 24 heures sur piste. Ouais. Alors il y a pas longtemps, j'ai écouté Christian Mauduit qui a gagné l'Ultra Tunnel 2 fois. Il y
y a les choses dans la monotonie qui sont intéressantes aussi. Mais ouais, du coup, c'est vrai que sur les séances, ça a pas mal changé. Est-ce que tu as un peu une séance qui te reste un peu en tête? Parce que je sais que j'essaie de faire des séances qui sont atypiques et qui sont... Bon, au final, une séance d'athlète, c'est toujours simple, mais il faut savoir la lire. Et justement, je pense que mes séances sont pas toujours simples à lire, mais pas négativement, dans le sens où tu sais pas forcément ce que tu vas travailler premièrement, parce que ça va être des séances avec des rythmes variés, avec du over-under, avec plein de trucs différents au final, ou avec des approches atypiques, avec des blocs qui varient vraiment. Et du coup, je pense que ça enlève un peu cette réflexion et t'es un peu plus en mode plaisir pilote automatique. Tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je le conçois, notamment avec ce que je fais pour toi. Ouais, je te rejoins. C'est d'avoir une approche assez atypique et qui est pas simple en même temps, parce que faut quand même faire du rappel entre guillemets. C'est pas non plus du demi-fond, t'es obligé de faire des rappels d'allure toute la saison. Mais toi, par exemple, si tu te mets à faire 0 D+, et 0 technicité pendant 6 mois, ça va quand même forcément te pénaliser. Alors il y a une balance un peu à aller chercher. Est-ce que du coup tu as des séances qui t'ont marqué, que ça soit des séances route ou des séances piste ou des séances trail, etc., que tu as fait avant moi et avec moi? Tu vois, est-ce qu'il y a des séances que tu referais volontiers, d'autres que tu ferais plus du tout? Ouais, alors là il y a deux choses dans ce que tu viens de dire qui sont intéressantes. La première, c'est que jusqu'à présent, au niveau de l'entraînement, on s'est tacitement, je pense que ce qu'on a fait, c'est que tu as surtout bossé sur la planification des séances de vitesse de qualité pendant la semaine, et aussi les sorties longues hors saison de trail avec des blocs de vitesse à l'intérieur et tout. Et ça a hyper bien fonctionné, ça donne des séances toujours intéressantes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai trail dans moins de 4 mois, je commence toujours dans les sorties longues à en inclure qui sont sur du terrain technique, avec du dénivelé. Ah bah, de toute façon, mentalement, si tu veux y aller, si le jour J tu veux donner, il faut que ça fasse 4 mois, que quelque part, il y a deux ou trois parties du cerveau qui tournent un peu quand même avec ça derrière, quoi. Et la deuxième chose, c'est que tu me demandes des séances que j'ai bien aimées et dont je me souviens. Bon, l'une des difficultés pour répondre à cette question, c'est que l'intérêt d'avoir un plan et des archives et tout, c'est que justement comme ça tu peux oublier les séances. Ouais. Mais l'une des dernières que tu m'as filées, c'était de l'allure semi, enchaîné directement avec de l'allure marathon, réenchaîné avec de l'allure semi. Ça c'était vraiment pas mal. Apprendre à récupérer à allure marathon, c'était hyper intéressant. Je me souviens plus la longueur des intervalles, mais de mémoire c'était quoi? C'était peut-être 1000, 2000 AS21. Et puis 5 minutes peut-être S42 et puis on recommence. Ouais, ça devait être du 2 km, 1 km, une variation du genre. Un truc comme ça, oui. Ouais. Il y en a eu quelques-unes des séances comme ça là récemment où à la place de récupérer en trottinant, c'était de la récup. C'était 10 minutes allure semi, 5 minutes allure marathon, et 10 minutes allure semi. Ouais. Ça fait une jolie séance qui dure 1 heure où tu fais 15 bornes. Et ça, c'est une séance du mardi chez moi, donc c'est la première séance de la semaine. Et ça fait une bonne séance de vitesse, quoi. Et d'ailleurs, on fait ça la semaine du Nord Trail Mont Flandre. C'est-à-dire que ça, je le cours le mardi et le dimanche, je vais tester des affûtages différents. Ouais, tout à fait. Ouais, puisque... Ça, c'est une super séance, tu vois. Ça fait un cardio totalement correct, 10 BPM en dessous du cardio course, tu vois. Enfin, il y a plein de... Je trouve que c'est une belle séance, quoi. Voilà. Ouais, bah écoute, après, il y en a une auquel je pense forcément, c'est le 100 mètres 100 mètres avec variation d'allure que tu vas faire sur piste là bientôt. Du coup, tu l'as pas encore faite, mais celle-là, je pense qu'elle va te... Parce que c'est pareil, t'as tendance à partir un peu vite sur les intervalles sur piste. Ouais, il va me calmer. Et parce que tu vas faire 100 mètres où en fait, tu vas faire 100 mètres allure 5 km, 100 mètres récup, 100 mètres allure 5 km et tout. Et ça, si tu pars trop vite, je pense que c'est la dernière où tu vas partir trop vite, quoi. Mais j'ai hâte que tu la réalises un peu, avoir ton retour. Mais donc effectivement il y a eu changement au niveau des séances, au niveau de la structuration de la saison, parce que ça a permis de glisser des défis en natation, plus de renfort. Peut-être que tu veux dire quelque chose à ce sujet-là. Ouais, alors la natation, c'est parce que comme j'ai recommencé le sport avec ça en 2018-2019, c'est là où j'ai fait mes premiers volumes hebdomadaires un petit peu sérieux pour un nageur de piscine municipale, pas un petit peu sérieux pour quelqu'un qui fait du club, mais quand même quelques centaines de bornes par an. Et du coup, pour essayer un peu pas de célébrer, on va dire, mais de marquer ça d'une pierre blanche, je suis allé faire un 5 bornes en eau libre à Marseille, le défi Monte Cristo. Et ça, c'était vraiment hyper cool, même si je ne le referai probablement jamais. Enfin, je me tâte à le refaire en lac, mais je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ça, depuis, j'ai beaucoup baissé ça.
Et du coup, le reste de ta question, c'était sur la planification de tout ce qui est renfo et tout. Du coup, il y a quand même du renfo qui a pris de la place, entre grosses guillemets, la place de la natation, parce qu'on n'a pas su créer la natation pour mettre le renfo. Ouais, en mais fait. ça a pris un peu le temps, temporellement, ça a pris un peu la place, quoi. Ouais, il y a ça. Alors, il y a aussi le fait que moi, je regarde mes heures de cardio par semaine pour avoir une espèce de résistance à l'effort aérobie qui se situe quelque part entre 5 heures et 14 heures d'aérobie, si jamais il y a beaucoup de natation dedans. Mais en réalité, ce que j'ai réalisé, c'était que être en effort aérobie à peu près 6 à 7 heures par semaine, avec une portion congrue de natation et de corde à sauter, ça m'allait très bien. Tout le reste étant de la course à pied, concrètement. Et ça, c'était un truc, genre, je peux le reproduire chaque semaine, c'est-à-dire que mon plan ondule, les séances sont pas les mêmes, le volume hebdo est pas le même et tout. Mais qu'en gros, si moi je me stabilise en complétant ou en retranchant mes autres sports, mes sports adjuvants, on va dire, pour viser un total d'effort aérobie de 6-7, c'est un peu comme les minutes d'intensité sur la montre, c'est un peu la même idée. Ben moi ça me va, c'est-à-dire j'ai passé une bonne semaine, j'ai l'impression d'avoir fait le taf et tout, enfin tu vois, ça correspond à plein de choses, quoi. Le renforcement et la mobilité, c'est rentré là-dedans de deux manières. C'est rentré dedans parce que d'une part, il y a une période où je me suis blessé parce que je me suis fait une cheville entre elles et du coup j'ai dû me rééduquer. Et quand je suis sorti en fait de ce problème-là, tout de suite, je suis allé voir un kiné en lui disant il faut qu'on continue à bosser ensemble parce que j'ai bien l'intention de continuer. C'est-à-dire que j'ai des gains de mobilité à faire. Je veux pas juste en gros remarcher quoi ou recourir. Je veux mieux comprendre. Voilà. Ce qui se passe. Et en fait, à côté de ça, je suis aussi allé voir un préparateur physique en lui disant je reviens de blessure, donc je me réathlétiser. En réalité, il n'y avait pas nécessairement besoin, parce que j'avais arrêté tellement peu longtemps finalement l'escalade, la natation. Ouais. Honnêtement, j'avais pas trop perdu, tu vois. Enfin, j'ai les tractions et les pompes pour vérifier ça, tu vois, c'était pas un problème. Mais je me suis dit, concrètement, tu peux faire mieux à condition de muscler, en fait, principalement. Et quelque part, ça me donnait déjà un peu la réponse à cette époque-là à la question est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que tu as vraiment moyen de faire des gains de mobilité à 40 ans? C'est peut-être possible, mais en réalité, c'est surtout des gains de force que tu peux faire. Et les gains de force, pour prévenir les blessures, ça marche très bien, quoi. Donc, j'ai un peu bossé là-dessus. Et ça m'a été très utile parce qu'en fait, entre l'augmentation de la course à pied et puis du volume général de sport et le boulot, au bout d'un moment, il y a incompatibilité, c'est-à-dire que plus tu vieillis et plus le boulot te blesse. Et même si mon boulot, c'est être au tableau parce que une large partie de mon travail, c'est de donner des cours, en fait, au bout d'un moment, ça blesse le dos, quoi, le bas du dos en particulier. De toute façon, il y a quasiment tout qui blesse le bas du dos. Il y a quasiment tout qui blesse le bas du dos. Avec la société d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Et le résultat, c'est que la rencontre, si tu veux, dans le temps, entre la blessure en course à pied, le début du kiné, le début de la préparation physique et le début des blessures au travail, fait qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un énorme bloc dans ce que je fais chaque semaine qui consiste juste à faire du travail des fessiers, des hanches, voilà. Tout ça, exactement. Ouais. Ok. Mais ça, c'est bien parce que tu apprends à connaître ton corps et quelque part, dans les objectifs de tout le monde. C'est ça. C'est ça, je suis d'accord. Bon, du coup, le dernier point qu'on a déjà mentionné un petit peu avant, je pense que c'est les dossards, parce que là, du coup, je parle vraiment, parce que c'est le cas, c'est que tu vas vouloir mettre énormément de dossards. Et je pense notamment au trail où là, tout simplement, tu ferais des dossards tous les week-ends pour préparer ton dernier dossard. Mais franchement, tous les week-ends, voire plusieurs par week-end. Et avec les déplacements qui vont avec, etc. Parce que par exemple, si tu prépares un trail en montagne, tu vas pas faire que des trails en Ile-de-France. Enfin, idéalement, si tu peux te le permettre, c'est quand même intéressant de bouger. Toi, tu bouges pas mal en train, par exemple, et tu vas à droite à gauche pour préparer. Mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup quand même. Enfin, franchement, là, quand j'ai vu le programme pour le trail, j'ai vu que tous les week-ends, t'étais prêt à prendre un dossard. Ça m'a un peu... ça m'a un peu tombé sur le coin de la tête, même si je sais que c'est un peu ça depuis le début, parce que même au-delà de ça, t'as un peu cet aspect de tester, parce que ça fait toujours... Même, admettons, si tu fais, j'en sais rien, même si tu fais un 10 km à l'heure 42, tu te dis, là, j'ai fait 10 km à l'heure 42 à cette allure, alors qu'avant, je faisais ça et tout. Pas besoin même de le faire à bloc, mais tu vas bien vouloir te tester, faire des dossards parce qu'ils te plaisent, faire des dossards pour découvrir, mais au final, ça fait beaucoup de dossards. Mais je pense que ton rapport à ça, un peu parce que je te contrains, il a aussi un peu changé depuis que je t'encadre. Qu'est-ce que t'en penses? À mon avis, tu as raison à plusieurs niveaux.
Le premier, c'est que la gestion des dossards, combien mettre de dossards, à quel point les espacer, les choses comme ça et tout, déjà c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, honnêtement. Ouais. C'est-à-dire, si tu écoutes un peu les podcasts de course à pied, est-ce que c'est une bonne idée de mettre le semi de Paris avant le marathon de Paris, tu vois, des choses comme ça, parce qu'il y a aussi l'organisation des courses, donc on va dire l'offre de courses qui structure en partie ce que font les gens. Les avis divergent quand même sur à quel point c'est une bonne idée de faire X ou Y à ce niveau-là. Et de ce point de vue, pour ce qui est de la saison route, je t'ai toujours laissé gérer à fond. C'est-à-dire que on a préparé des 10K en faisant un 10K de prépa 2 semaines avant. On a déjà préparé Boulogne-Billancourt la dernière fois un semi avec le semi d'Amsterdam qui était peut-être un mois avant. Tu vois, enfin, déjà on a testé plusieurs choses. De même qu'en affûtage, on a testé plusieurs choses. Et donc ça c'est cool. Et là-dessus, je me laisse vraiment faire, on va dire. C'est-à-dire que ça, y a pas de souci. Chaque année, je te dis en gros, j'aimerais bosser du 10K, du semi, et puis on verra bien ce qu'on fait d'autre. Cette année, on a fait un 5 et on va faire un marathon, ça va être cool. Tu vois, enfin, voilà, il y a plein de choses. Niveau route, là, vraiment, je te laisse gérer parce que c'est un peu ta chimie à toi, si tu veux. Et puis aussi parce qu'il n'y a pas d'apprentissage à aller faire sur bitume. C'est-à-dire que le bitume, tu n'as pas besoin de courir dessus pour savoir courir dessus. Trail, c'est un petit peu différent. Là, j'ai ma liste des trails, la liste qu'on a concoctée ensemble avant de faire aujourd'hui. Il y en a 3 en 2021, il y en a 4 en 2022. Tu vois, enfin, ça augmente chaque année en gros, et c'est vrai que cette année, il va y avoir un record de dossards, mais c'est aussi que en trail, si tu veux courir sur terrain technique vite, il faut avoir couru beaucoup sur terrain technique. Et si jamais tu veux courir dans les pentes, il faut avoir couru dans les pentes, quoi. C'est-à-dire que tu peux toujours aller t'amuser à bosser en tapis incliné, mais c'est si pareil, jamais tu bosses pas le terrain, tu bosseras pas le terrain. Puis t'as pas la technicité, t'as pas. En général, ceux qui vont faire de la montée vont pas faire de la descente sur tapis. Quand le tapis encore supporte la même descente, parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, voilà. Donc ouais, forcément, t'as beaucoup de blocages. Mais après, c'est vrai que il y en a qui seraient terrifiés à l'idée de se dire, j'ai même pas envie de compter le nombre de dossards que tu fais là en 2-3 mois, mais c'est quasiment un week-end sur 2. Ouais, mais c'est vrai que bon, après au final, ça revient à faire une sortie longue rando course, quoi. Parce que c'est vrai que t'as quand même cette. Ça dépend des moments, mais tu as quand même globalement cette maîtrise que si tu ne dois pas y aller trop fort, tu vas pas y aller trop fort. Alors t'en as, même moi j'ai un peu de ça, je vais mettre un dossard, ça va être compliqué que ça soit pas pétage de caisson, enfin même dans le bon sens, mais que ça aille pas vraiment RPE cimetière, quoi, comme j'ai tendance à dire. Alors que toi tu as quand même une... Globalement, peut-être plus en trail, j'irais dire, encore que ça dépend en fait de la course, plus une maîtrise que beaucoup n'ont pas sur ça. Une certaine maturité entre guillemets au final, parce que même des athlètes de bon niveau, t'en as qui vont s'enflammer parce qu'ils sont contents, ils font j'en sais rien un semi puis ça part bien et puis en fait ils vont se cramer pour le reste de la saison parce qu'il fallait qu'ils y aillent doucement, quoi. Ouais, mais alors il y a plusieurs différences. La première c'est que ça en fait, tu vois, l'accumulation de dossards, moi je le fais à un moment très particulier de la saison qui est mai-juin parce que c'est la fin du semestre, il y a plus cours et tout. Et qu'en fait ça vient après les sorties longues dans les calanques à Marseille qui sont mon lien avec le trail pendant la période hivernale, parce qu'à Marseille en période hivernale on est quand même pas trop mal, quoi. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que les pros dont tu parles, eux ils peuvent vraiment se faire sauter le caisson, c'est-à-dire que eux ils ont vraiment un boîtier à 5 vitesses. Moi j'ai 40 ans, moi je roule sur un boîtier qui en natation je dirais à 2 vitesses et en course à pied à 3 vitesses max. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire moi j'ai pas la 4e à la 5e. En labo, là, quand je suis allé faire mon test d'effort, parce que j'ai eu 40 ans, donc c'était un peu le moment de le faire, moi je suis à 182 de FC max, si tu veux. Je peux pas aller vraiment me cramer totalement, cardiaquement. Je crois que le maximum que j'ai réussi à faire, même sur 5 km, c'est peut-être 177. Ouais, sur 5, t'es pas monté si haut que ça. Même en moyenne, parce qu'en plus ça c'est ton pic, mais en moyenne t'es pas haut au final. T'es plus sur de l'allure intermédiaire, genre 7-8 bornes au niveau du cardio que sur de l'allure 5, quoi. Exactement. C'est, Ce qui fait que les pros, quand ils veulent y aller, ils se grillent, mais aussi ils arrivent à aller se griller nerveusement parce qu'ils arrivent vraiment à monter dans les tours et tout, parce qu'ils ont l'entraînement derrière, ils ont la technique même. Toi, moi je pense que j'ai pas le tournage de jambes. T'as pas l'expertise pour aller te faire extrêmement violence, parce que tu peux te faire violence parce que par exemple tu auras une hypo ou tu vas te faire une cheville ou un truc comme ça, mais tu vas pas avoir une violence dans l'effort en tant que tel, où ton effort va être bien dosé, tu vas avoir ravitaillé et tout, donc tu vas te donner pleinement, et ça tu vas pas réussir à l'avoir. Et c'est vrai que quand t'es pas bien entraîné, ou je pense que t'as un pic, tu vois, c'est vraiment quand t'es très peu entraîné ou quand t'es très bien entraîné, t'arrives à aller te mettre cet effort qui va te mettre super mal, ou limite on va t'emmener sur un brancard pendant un quart d'heure, mais entre deux c'est, je pense, compliqué parce que ça nécessite un peu un alignement des étoiles, quoi. T'as un peu, faut
que tu sois frais nerveusement, il faut que tu sois frais physiquement, ceci, cela. Mais bon, pour autant, tu vois, ça n'empêche pas que t'en as certains, ils vont se cramer nerveusement ou physiquement. Et en fait, ils vont, j'en sais rien, on va leur dire bah là, tu fais t'as un 5 une semaine, t'as un 10 une semaine avant un 5 ou l'inverse, j'en sais rien, tu vois, je sors vraiment un exemple bateau. Alors la compétition d'avant, tu vas pas en 10 sur 10, tu vois, en 8 sur 10, en 9 sur 10, il y a une semaine de régénération. Bah, ils vont se sentir volés, ils vont se dire oh, c'est prépa et je vois que j'ai mon record à 10 secondes, ils vont aller le faire leur record. Sauf que c'est ces 10 secondes là qui vont payer la semaine suivante ou pour durer dans la saison, parce que c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est la première saison que tu fais de septembre à début juillet, c'est une saison vraiment complète. Là, fallait pas que tu te crames, tu vois, il y a une certaine confiance, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une confiance qui est vraiment importante, qu'on mentionne pas souvent, mais alors que tout le monde le sait pourtant, qu'il y a une confiance entraîneur-entraîné qui est importante et que je pense qu'on a développée. Alors que moi, par exemple, j'ai jamais trouvé un entraîneur avec lequel j'ai eu cette confiance. Et ça, c'est compliqué, forcément, c'est vachement compliqué derrière. Et je pense que c'est ce qui joue. Et quand l'athlète est vraiment confiant, il est prêt un peu, j'exagère, mais aller au champ d'honneur pour l'entraîneur, c'est là que justement, peut-être, il ira moins. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça se joue aussi sur ça. Si. Et puis, tu sais quoi, j'ai réfléchi à ça il n'y a pas très longtemps parce que j'ai écouté Anthony Frontera qui parlait de comment il a progressé il y a pas longtemps là sur 10K. Et en fait, il parlait de la façon dont il se fait entraîner par Maxime Lopez. Et la première chose que Maxime Lopez lui a dit, c'est on va diminuer le nombre de dossards. Et lorsqu'il a réalisé qu'Anthony ne le faisait pas, il l'a engueulé en le menaçant de changer de pratique, enfin, et de rompre la relation. Alors ça me fait dire que d'une part c'est un problème plus général que ce dont on est en train de discuter avec mon cas perso. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une chose qu'on va pas évoquer ici, parce que moi ça me concerne pas, mais qui en termes de pétage de caisson est quand même assez important et moi me fait beaucoup réfléchir. C'est qu'en trail, moi je regarde un peu ce que font soit mes potes, soit la partie des trailers pro qui sont sur ultra. Et là, en termes de pétage de caisson, c'est autre chose. Parce que les enchaînements d'ultra, la multiplication à travers les années, les fractures de fatigue, les trucs comme ça, et ainsi de suite, ou les problèmes hormonaux, c'est un truc très sérieux. Et en plus, comme le nombre de pratiquants et que la pratique est en train de beaucoup évoluer, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais ça me concerne pas. Et c'est aussi, quelque part, c'est ça qui peut justifier, si tu veux, que personnellement, j'essaie de retourner en montagne assez souvent. C'est que d'une part, j'y habite pas, et d'autre part, j'ai pas 2 ultras à faire par an, quoi, ou 3, quoi. Ouais, puis c'est même pas des ultras de toute façon. Pour mentionner, parce que c'est vrai qu'on parle de trail, on n'a pas forcément mentionné, et t'as un peu tout. On est sur. Tu montes à combien en kilomètres effort à peu près max sur les courses objectif A? 75 l'an dernier, et cette année le maximum il va être à 60 en kilomètres effort, parce qu'en gros il n'y a que 2 catégories qui m'intéressent, c'est les catégories, ce que l'UTMB appelle la catégorie 20K, qui va être des efforts on va dire jusqu'à 3 heures environ, entre 2h30 et 3 heures d'effort, et la catégorie 50 où tu peux aller taper dans des efforts qui sont entre 4h30 et 6h30. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu passes pas vraiment 6, enfin tu passes 6 heures, mais c'est vraiment le haut de ton échelle, quoi. Ah, moi je cours sur la journée, c'est-à-dire que je veux manger après, je veux pas passer la nuit. Ouais, c'est ça, parce que moi je vois vraiment une première rupture à partir de 6 heures d'effort. Après, c'est peut-être parce que j'ai aussi une approche vélo. Bon, évidemment, tu as la rupture, un effort de 2 minutes et un effort de 5 minutes, c'est super éloigné parce qu'au final, l'effort de 2 minutes il va être vachement anaérobie, etc. Enfin bref. Mais au-delà de ça, que tu fasses, j'exagère un peu, mais que tu fasses au final un 10 qui va durer 40 minutes ou tu fasses un trail qui dure 3 heures, tu es un peu dans la même filière. Et en vélo, c'est encore plus flagrant parce que tu vas faire une course qui va faire 3 heures et le lendemain, tu vas faire un contre-la-montre de 30 minutes, quoi. Et jusqu'à 5-6 heures, tu es à peu près sur le même rapport. Mais à partir de 6 heures, tu commences à avoir des dérives de fréquence cardiaque qui sont pas forcément expliquées. Enfin, ta fréquence cardiaque n'est plus forcément utile. Tu commences à avoir un rapport différent à l'alimentation, à l'hydratation. Et pour moi, c'est le premier palier qui fait une différence où tu bascules entre guillemets, entre grosses guillemets, dans de l'ultra-endurance. Tu n'es plus dans l'endurance classique. Et après, le second palier, c'est si tu commences à passer la nuit dehors ou à faire lever du soleil, coucher du soleil. Là, tu es encore dans un palier différent. Mais effectivement, je pense qu'on franchit pas, ou difficilement, très peu, l'aérobie pure, entre guillemets, l'aérobie simple, le système aérobie, le même système qui va servir pour faire un marathon ou pour faire un semi, quoi. Je pense que on reste, au final, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être une dominante. On reste dans la même dominante et dans la même catégorie d'effort. Parce qu'au final, ta stratégie alimentaire sur trail, pour prendre un exemple, elle ne va pas forcément beaucoup varier de ta stratégie alimentaire si tu devais partir sur un marathon. Elle varie forcément un peu. Tu te vois moins courir sur un marathon avec un camelback, tu ne prends pas tout à fait les mêmes ravitaux, mais on est sur la même chose. En termes d'entraînement, on est un peu sur les mêmes types d'entraînement.
il n'y a pas trop de variété. C'est pour ça aussi, je veux remettre un peu l'église au milieu du village. On n'est pas en train de parler très pareil du TMB en faisant 17 dossards avant, quoi. Faut pas exagérer non plus. Non, mais en fait, pour moi, c'est quasiment si tu veux, quelque chose que je réclame au niveau de la pratique du trail, c'est-à-dire que moi, je parle de trail, pas d'ultra. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est important. Si les gens parlent d'ultra, qu'ils parlent d'ultra, si tu veux. Pour moi, le trail, c'est pas de l'ultra. D'ailleurs, ce qu'on appelle course de montagne avant d'appeler du trail, c'est plus court que le trail, pas plus long. Ouais, la course de montagne, pour moi, c'est pareil, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Parce que t'as vraiment l'aspect course, pareil, t'as plus de chances de te mettre le caisson, quoi. Et moi, c'est ça que j'appellerais, tu vois, tu cherchais un peu des équivalences. L'équivalent du 10K, pour moi, c'est les courses de montagne. Je suis d'accord avec toi. Quand on est sur du trail, c'est-à-dire, pour moi, des choses qui vont jusqu'à 60 bornes environ, si tu veux, avec le dénivelé en plus, là, tu es sur des efforts qui, pour moi, riment à quelque chose comme du semi, quoi. Quand tu es sur de l'ultra, tu es plutôt en train de réfléchir à des choses qui se situent quelque part entre le marathon et les 100 km, voire le 24 heures chrono, selon ton niveau de pratique, etc. Non, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est important de catégoriser, ouais, parce que bon, quand tu es en dessous de 40-50 minutes d'effort, tu es un peu dans la course, parce que tu peux passer au talent, tu prends un bon coureur de 5000 avec zéro technicité. Bon, je ne le reverrai pas parce que j'aurais un peu peur qu'il se fasse une cheville, ça dépend encore dans la saison, mais un coureur de 5000 avec zéro technicité, spécifique au terrain, il est capable de sortir une très bonne course de montagne. Une très très bonne course de montagne. Il y a des exemples. Hein, exactement. Quand il va courir. Alors, il court sur un circuit. C'est-à-dire, il va courir sur un championnat, donc le truc est balisé d'une certaine manière, etc. C'est vraiment, oui, c'est ça. Mais je pense que tu as ce profil-là vraiment court, et moi je connais d'autres personnes qui, par exemple, ont pu faire des bons temps sur 10 km, etc., et qui se sont reconvertis dans le trail parce que ça les intéressait, ça les plaisait. Et au final, sans trop de technicité, en fait, sur des trails de moins d'une heure et tout, tu peux bourriner. Des trails en Île-de-France, en fait, tu peux finir à 4,40 au kilo, et c'est du rapide, quoi. Après, ouais, effectivement, tu as cet intermédiaire 2 à 6 heures, puis après, tu commences à taper dans le très long, voire l'ultra, et je suis d'accord que c'est différent. C'est différent. Il y a des points communs, mais effectivement, pour moi, l'ultra, c'est plus tout à fait la même pratique. Et limite, par exemple, on l'a vu récemment, limite de la course d'orientation, c'est plus proche d'une pratique route et c'est plus proche d'une pratique performante. Là, par exemple, je pense au champion de Suisse de course d'orientation, si je dis pas de bêtises, il a fait le minimum olympique sur marathon à Paris. Et au final, c'est vrai que je pense que c'est important de distinguer, d'autant plus que tout le monde a un vocabulaire différent. Quand tu vas à la Fédé, ça va être les trails M, S, etc. Enfin, après, tu vas voir, il y en a, ils vont regarder par rapport à tout ce qui est trail, ils vont regarder les TMB et tout. Donc je pense que c'est important quand même de le préciser, parce que tu dis trail, surtout aujourd'hui avec les urban trails, avec les trails de 5 bornes, 10 bornes et ainsi de suite. Bon, je suis pas médisant, hein, ça a son public et ça a des intérêts. Et moi, je me vois très bien faire un urban trail, ça peut être amusant et tout. Ouais, moi aussi. Mais c'est limite le jour et la nuit, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser. Bien sûr. Et en fait, surtout ce sur quoi j'essayais d'attirer l'attention en parlant vite fait de l'ultra, c'est que on n'en a pas du tout parlé dans le reste de la conversation, donc à mon avis, tout ce qu'on a dit, ça s'applique vraiment pas à l'ultra, et inversement, si on avait parlé d'ultra, on aurait dit des choses extrêmement différentes, d'une part. Et d'autre part, à mon avis, il y a un prisme déformant dans le milieu du trail en ce moment qui font que de plus en plus dans le milieu, lorsqu'on parle de trail, on va systématiquement parler d'ultra trail, notamment parce que les championnats du monde de trail sont des compétitions d'ultra. Comme quand on parle de route. Dans le cas de l'UTMB. Sauf qu'en fait, à l'UTMB, il y a aussi des courses qui ne sont pas l'UTMB, qui sont beaucoup plus courtes. Il faut les prendre en compte pour comprendre ce qu'il a. Comme quand tu fais de la route, au final, tu vas dire à des personnes qui connaissent rien, je fais de la course sur route, c'est quoi ton temps en marathon? Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu cette approche. Oui, voilà, mais peut-être qu'avec l'athlé, le sprint et tout, tu vois, il y a des choses quand même qu'il faut réfléchir, parce que voilà, tu vois, là il y a bientôt les JO, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont capables de citer quelqu'un qui a gagné un 100 mètres, des choses comme ça. Quoi. Ouais. En réalisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de fin, que la fin était un peu abrupte. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast discussion vous aura plu. Il y a beaucoup d'autres podcasts qui sont en chantier. Des podcasts qui, j'espère, vont vous plaire, avec des athlètes qui ont des parcours de vie différents, avec des athlètes qui ont énormément de choses à raconter. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce qui aurait pu être amélioré, que ça soit au niveau des discussions, au niveau de la prise de son, au niveau de la prise vidéo, au niveau du montage, au niveau des sujets abordés. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se dit à tantôt. Salut à tous.